Il est 19h30, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle tranche d'information. Au sommaire de l'actualité régionale ce soir, le spectre de la liquidation judiciaire sur Air Antilles. 10 jours de grève, des centaines de millions d'euros partis en fumée et des passagers livrés en pâture. Le bras de fer continue entre les pilotes et la direction. Du rififi autour du golfe de Saint-François, l'exploitation du restaurant et du club art suscite des convoitises. Deux camps s'opposent. Le maire de la ville est visé par une plainte pour prise illégale d'intérêt et favoritisme. Nouveau palier dans la reconstruction du pont Ravine-la-Source à Trois-Rivières. Une ossature métallique a été posée en présence du président du conseil départemental. Le chantier a débuté en 2022. Et puis, il est une figure du cyclisme. Harry Noyer, le célèbre motard de la Petite Reine, nous raconte sa passion pour la photo. Il nous présente des collections témoignages d'un passé encore existant. 10 jours que les pilotes d'Air Antilles refusent de voler sans que leur salaire ne soit augmenté. Les discussions sont rompues avec la direction. Aucun accord n'a été trouvé. Et les conséquences pourraient être désastreuses pour la compagnie. Selon la mandataire ad hoc dépêchée sur place, une liquidation serait envisageable. Oui, dit-il. Ce matin, au terminal régional, les conséquences de la lutte à Air Antilles étaient visibles une fois de plus, au contrôle de la compagnie. Personne ne nous a accueillis et il n'y a que les autres agences qui venaient vers nous poser des questions. Ce qui m'a un peu étonnée parce qu'en fait, j'ai reçu aucun mail en fait. Ils nous ont envoyé là-bas à Corsair, puis après Corsair nous a envoyé ici. Chacun a dit que c'est le problème de l'autre. Et puis, toujours est-il qu'on n'a pas de solution. Depuis 10 jours, la section CAIR du syndicat national des pilotes de ligne est en grève. Une situation qui a poussé la création d'un collectif des personnels au sol qui exigeait dans ce communiqué la reprise du travail ce lundi, tandis que les pilotes doutent de la crédibilité de ce collectif. Le retour qu'on en a de nos collègues du sol, c'est qu'ils ne légitiment pas en fait ce mouvement. La grève des pilotes de la compagnie Air Antilles se poursuit donc et le collectif s'interroge sur le but de cette mobilisation qui, de leur avis, pourrait les jeter à la rue, d'autant qu'ils n'ont jamais été contactés par les grévistes. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication entre eux et nous. C'est deux pôles complètement différents au sein d'une même compagnie. Donc ce qui fait qu'on est dans une situation, nous aussi, on se retrouve pris en otage. Et les conséquences peuvent être graves. Selon la mandataire ad hoc dépêchée en CSE central le 21 juillet dernier, une liquidation serait envisageable, ce qui, précise la mandataire, devrait mécaniquement entraîner le licenciement de l'ensemble du personnel dans un délai maximum de 15 ou 21 jours en cas de plan de sauvegarde de l'emploi. Vous entendez liquidation, vous entendez cessation de paiement. Quelque part, c'est légitime que ça vous fasse peur et qu'on a envie que ça s'arrête. On a envie qu'on remette un peu d'ordre dans la maison. Un bras de fer qui fait craindre donc le pire, d'autant que les pilotes ne veulent pas céder. On le redit, on le répète, on ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait y avoir d'issue. La direction a renvoyé carrément les SNPL en leur demandant de trouver des solutions économiques. Alors là, on est en plein délire. Une compagnie sur le point de disparaître, Dixit Eric Coury, qui précise que c'est la volonté d'une catégorie de personnel qui, soit dit en passant, est la plus privilégiée de l'entreprise. Je ne sais pas à quoi il joue, mais ça n'a pas porté ses fruits. Il considère que tout le monde ment. C'est une vision, c'est une option. La réalité, c'est qu'aucune entreprise ne peut continuer à exister sans activité, sans recettes et sans chiffre d'affaires. C'est impossible. Et comme pour enfoncer le clou, le syndicat Force ouvrière vient de déposer son préavis de grève. À compter de jeudi prochain, l'ensemble des salariés de CAIR rentre en grève pour une durée illimitée. Autre conflit, que se passe-t-il au golfe de Saint-François? L'exploitation de l'équipement municipal est dans la tourmente depuis plusieurs mois. En cause, un appel à projet pour la reprise de son restaurant et l'animation du club Arts. Un des candidats s'estime lésé par la décision de la municipalité. Le maire de la ville, Bernard Pancrel, est visé par une plainte pour prise illégale d'intérêt et favoritisme. L'enquête de Lydia Quérin. C'est un chantier complètement à l'arrêt. Voilà plus de 3 ans que le bar-restaurant du golf n'accueille aucun client. Incompréhensible pour ces golfeurs. Le golf, c'est un sport
mais aussi il y a le moment de loisir, de rencontre avec les amis, boire un pot. On appelle ça d'ailleurs le 19e trou, c'est-à-dire qu'on s'installe, on raconte sa partie de golf, on discute, on rigole. Et les gens payent un green fee, les touristes viennent jouer au golf, et après le 18e trou, qui ne puissent pas se restaurer. C'est bon, je crois qu'il est temps qu'on trouve une solution. Pourtant, en décembre 2020, la structure fait l'objet d'un appel à projet lancé par la municipalité, remporté et attribué à un candidat 1 an plus tard, la société Maxo Location. Mais problème, un autre candidat, Aurélien Assina, conteste cette décision. Il pointe de nombreuses irrégularités dans ce dossier. La société Maxo Location est constituée de 2 associés, donc M. Bertrand Viviès ainsi que M. Maxime Viviès. M. Bertrand Viviès, il est associé à hauteur de 35% dans la société et il est aussi membre du conseil d'exploitation de la régie du Golfe. Au cœur de cette affaire, il y a d'abord la notation prévue dans le cahier des charges. Selon des documents que nous nous sommes procurés, Aurélien Assina obtient tout d'abord une note supérieure à celle de son concurrent, 26,40 contre 25,72. En septembre 2021, la municipalité requiert des pièces complémentaires qui feront l'objet de nouvelles notations. Résultat, la société Maxo Location l'emporte. Pour toutes ces raisons, l'homme porte plainte pour prise illégale d'intérêt et favoritisme à l'encontre du maire. Lui réfute toutes ces accusations. Je n'ai aucun intérêt, ni direct ni indirect. C'est pas ma famille, c'est pas mon allié, c'est pas ma conjointe, c'est pas ma concubine, et ni direct ni indirect, et moi-même, et encore moins moi-même, puisque de toute façon, j'en ai pas le droit pour être exploitant du golfe. De toute façon, c'est un métier que je ne connais pas. Au milieu de ce bras de fer, il y a le candidat lauréat Maxime Viviès. Il n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais il nous a fait parvenir ce communiqué. Pour des raisons indépendantes de la volonté de la société attributaire, elle se trouve empêchée, dans des conditions anormales et abusives, d'exploiter un bien mis à sa disposition par la commune de Saint-François, mais sans que cette dernière soit en mesure de l'autoriser à effectuer les travaux nécessaires à l'exploitation. Après un référé de suspension où il a été débouté en octobre dernier, Aurélien Assina attend le jugement sur le fond de son recours administratif et les suites de son dépôt de plainte. En bref, Loïc Chénilco, l'un des 3 derniers suspects en détention provisoire dans l'affaire dite des grands frères, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'artiste plus connu sous le nom de Lilo a obligation de résider dans l'Hexagone. Et puis Laurent Chavannes, l'actuel directeur territorial de la police nationale de Guadeloupe, quitte ses fonctions. Il prendra la direction territoriale de la police nationale à La Réunion dans quelques semaines. Un pot de départ a été organisé ce matin sur le site du Morne-Verguin aux Abîmes. À cette occasion, Laurent Chavannes n'est pas le seul à partir. Émilie Moreau, chef adjointe du STPJ, et Nicolas Giraud, héros, chef du STSP, feront aussi leur valise pour l'Hexagone d'ici peu. La réaction de Laurent Chavannes au micro de Canel, Louisie Gabriel et Ludovic Guédu. On a eu beaucoup d'opérationnels sur ces 2 années avec des mouvements notamment sur l'hiver 2021-2022, des mouvements très durs, des pillages, des émeutes. Ça a aussi permis, on tire de ces moments difficiles de belles choses, des expériences, et je crois que ça a mis aussi en avant le travail des policiers qui ont fait face à des événements très violents, ayant été victimes aussi de coups de feu à leur égard, de violences à leur égard, et qui ont toujours réagi avec professionnalisme, avec une grande rigueur au service de la population. Et en cette période de vacances, les autorités ont décidé de renforcer la sécurisation sur des zones impactées par la délinquance. À Pointe-à-Pitre et au Gosier notamment, des drones seront déployés en appui du déploiement d'effectifs au sol pour favoriser l'intervention rapide des forces de sécurité. Jackie Massico, Thierry Philippe.
Des drones hyper sophistiqués munis de caméras à haute définition avec vision thermique, c'est la nouvelle arme fatale des services de police et de gendarmerie. La dernière trouvaille des autorités pour lutter contre la montée de la délinquance et de la criminalité. La plus-value, ça nous permet de détecter en amont s'il y a des problématiques particulières de mouvements de foule, de comportements dangereux ou de besoins d'intervention. Ça nous permet, nous, d'anticiper sur l'événement. C'est un outil préventif et aussi de protection pour nos patrouilles, parce que ça nous permet, s'il y a une patrouille qui est engagée dans un site un peu particulier ou un peu difficile, de sécuriser la zone. La police, c'est une police de modernité, et donc par conséquent, elle est entrée dans la modernité avec des moyens techniques et elle les utilise. Vous comprendrez bien que l'utilisation de drones au profit de la police nationale a un intérêt opérationnel évident. Derrière, c'est l'idée d'être vu, de voir sans être vu. Après Jarry, dernièrement, ces aéronefs vont se déployer sur le territoire du Gosier et plusieurs secteurs de Pointe-à-Pitre, de 22h à 6h du matin durant toute la période des vacances. Des opérations ponctuelles pourraient être menées par ailleurs lors de certains événements grand public. L'outil est intrusif mais légal. Son utilisation reste cependant encadrée par la loi. Il faut impérativement que les images ou les sons captés au sol, d'abord les images, qu'il n'y ait pas de reconnaissance faciale avec un autre système d'automatisation qui pourrait permettre de déterminer qui est qui. Et on n'a pas le droit également, dans le cadre de cette surveillance, de procéder au captage de l'image d'habitation, de domicile, voilà, du son. Et enfin, la durée de garde des images est extrêmement courte, c'est 7 jours. On est bien sur le processus de la patrouille, c'est-à-dire que le drone prend son envol pour une durée limitée, il filme uniquement la voie publique et puis les images ne sont pas conservées, elles permettent juste l'intervention à temps des forces de police ou de gendarmerie pour prévenir un dommage, une atteinte aux biens ou aux personnes. Donc on n'est absolument pas dans un système de suivi d'établissement ou de suivi de personnes, mais bien sur un dispositif de prévention et d'appui à l'intervention des forces de sécurité. La voie du recours devant l'instance judiciaire administrative reste toujours possible en cas de contestation. Pour l'heure, les principaux concernés s'en réjouissent, à l'instar du chef d'édilité de Pointe-à-Pitre. À ce jour, nous en sommes à 15 homicides. Donc je ne vois pas le risque de débornement sur nos libertés avec ces caméras et ces drones. Je vois plutôt la chance que ça nous donne d'éviter des crimes, d'éviter des délits, d'éviter des vols. Entre autres justifications, les autorités espèrent aussi protéger l'intégrité physique des équipes de police et de gendarmerie. Harry Chalus alerte les internautes sur des tentatives d'usurpation de son identité pour procéder à des services financiers ou autres avantages. Dans un communiqué, le président de région met en garde contre ces pratiques frauduleuses, d'autant qu'il ne dispose que d'un compte certifié qui, en aucun cas, ne propose ce type de service à la population. L'exécutif régional tient à préciser qu'il ne contacte personne sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour faire bénéficier d'aide et ne sollicite jamais la transmission d'informations d'ordre privé ou financier. Fin de citation. Les travaux de reconstruction du pont Ravine-la-Source de la RD5 à Trois-Rivières. Une ossature métallique a été posée ce jour en présence du président du conseil départemental, venu s'assurer de l'état d'avancement du chantier entamé en 2022. Cette portion de route était très fréquentée. Thierry Philippe. Objectif principal des travaux de reconstruction du pont Ravine-la-Source de la RD5 à Trois-Rivières, permettre la sécurisation du croisement de 2 véhicules excepté 2 poids lourds. Les travaux vont bon train, c'est le constat du président du conseil départemental venu assister à la pose de l'ossature métallique de l'ouvrage. C'est une réussite, c'est une fierté puisque les délais de 14 mois seront respectés puisque d'ici, je pense, novembre, décembre au plus tard, le pont sera livré.
Il faut rappeler c'est un ouvrage de plus de 5 millions d'euros financé par le département. Et c'est une entreprise guadeloupéenne qui réalise cela, donc il y a un savoir-faire au niveau donc, du pays. Face aux nombreuses fragilités de l'ancien pont, son faible gabarit par rapport au fort trafic constaté, les municipalités de Trois-Rivières et de Capesterre-Belle-Eau voient ici un projet qui, à son aboutissement, permettra de sécuriser la circulation des bus scolaires, des poids lourds, des véhicules légers ainsi que le passage des piétons. Coopération importante pour les riverains de cette zone, la plaine Montchapé, dans la mesure où le pont, comme vous le constatez, permet de relier ces deux parties nécessaires pour tous ceux et toutes celles qui veulent rejoindre le bourg de Trois-Rivières, mais aussi ceux et celles qui veulent avoir quelques activités dans la section voisine de la plaine Capesterre. Au niveau de la ville de Capesterre-Belle-Eau, nous sommes très heureux de voir l'avancée de cette infrastructure qui permet effectivement aux habitants de Hauteur-Bananier, de la plaine, de pouvoir circuler beaucoup plus librement, puisque c'est une voie de délestage, surtout quand il y a des complications sur la route nationale. Elle était attendue aussi pour pouvoir permettre aux secours de pouvoir aller en direction des populations les plus fragiles. Ce sont là des centaines de véhicules qui chaque matin habituellement empruntaient ce pont. Les travaux de reconstruction du pont entamés par le département en octobre 2022 sont prévus pour une portée de 25 mètres. C'est un bipoutre mixte. Donc on a 2 poutres métalliques et un tablier béton. Dès demain, nous allons poser le tablier qui a été préfabriqué par élément de notre tronçon de 2,50 m. Et ils vont être posés un à un. Il y a 10 éléments à poser pour faire 25 mètres exactement. Sur le territoire de la Guadeloupe, plusieurs infrastructures nécessitent des travaux de remise en état, voire de reconstruction. Le programme de rénovation entrepris par le conseil départemental vise cet objectif à l'exemple du pont Ravine-la-Source. En bref, cette nouvelle proposition de loi visant à réparer les conséquences du scandale du chlordécone, le député socialiste Élie Califère demande la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes pour réparer les préjudices causés par le pesticide. Le député de la 4e circonscription qui annonce qu'il entamera un cycle de rencontres ministérielles à la rentrée pour préparer l'examen du texte. Allez, du sport, on va parler des JO de Paris 2024. Le gouvernement a lancé le programme 1000 Dojo. Objectif, construire 1000 salles de judo dans toute la France pour rendre accessible la pratique de ce sport. En Guadeloupe, les visites pour choisir les futurs lieux ont commencé depuis le 19 juillet. Des précisions avec Canel Louisie Gabriel et Daniel Quérin. On va avoir les tatamis qui sont positionnés à partir d'ici, les protections murales sur tout le long. Transformer des salles peu utilisées en dojo de judo, c'est l'objectif du plan 1000 dojo lancé par le gouvernement à travers toute la France. En Guadeloupe, des visites des sites possibles ont commencé. Aujourd'hui, on fait un repérage sur toute l'île, on fait un repérage de tous les lieux qu'on peut optimiser. Donc là, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a déjà Capesterre, qui a déjà bien identifié, donc Pointe-Noire, pense qu'on y est, on a Bouillante aussi, on va avoir Pointe-à-Pitre, on a le Moule. Donc on a beaucoup de villes comme ça qui ont postulé et pour lesquelles on visite. Au total, 13 communes de la région sont pressenties pour accueillir une salle de judo, comme c'est le cas ici à Pointe-Noire. Ce dojo sera installé évidemment ici à l'école de Guyonneau, qui nécessitera quelques aménagements. Et puis d'ici la fin de l'année, on va lancer l'opération pour que, avant les Jeux, que ce dojo soit opérationnel. Un dispositif lancé dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. La Guadeloupe pourra accueillir l'année prochaine l'itinéraire des champions. On espère pouvoir tout livrer pour au moins que l'itinéraire des champions qui viendra en mars, c'est-à-dire le déplacement de champions d'hier et d'aujourd'hui, puisse venir en mars en Guadeloupe et qu'on puisse inaugurer un maximum de pratiques, à la fois pour créer de l'engouement autour du judo et surtout proposer à tous ces enfants de rencontrer des champions en chair et en os. Dès la fin de l'année, 13 dojos seront mis à disposition des scolaires, mais aussi des judokas licenciés. Le cyclisme n'a plus aucun secret pour lui. Coup de projecteur à présent sur une personnalité du peloton. Les Tours de Marie-Galante et de Guadeloupe non plus. Il engrange des kilomètres à moto aux côtés des coureurs. Harry Noyer est l'un des plus anciens motards de la Petite Reine. Mais il a aussi une autre passion, la photo. Portrait de Lise Dolmar. Il conduit sa passion d'une main de maître, et cela depuis de nombreuses années. Qui n'a jamais croisé sur sa route cet homme, une allure caractéristique, une moustache qui l'est tout autant. Harry Noyer a toujours évolué sur toutes les routes du Tour.
Là, au départ de Grandbourg, le motard est dans son univers. Alors, tu as laissé tomber papa? Non. Jamais. Ah ben, jamais. Ah ben non. Vous avez vu la ressemblance? Un Tour qui s'emballe et un Henri qui se dévoile. Parce que quelques heures avant l'épreuve, ce passionné de la vie a tenu à nous dévoiler un secret. À l'intérieur de son sac à dos marron, une autre facette du personnage s'y trouve cachée. De la moto à la photo, il n'y a qu'un pas. Voilà le fameux cahier. Oui. Marie-Galante est très bien représentée. Ce sont là les archives d'Harry Noyer. Ici, la thématique des boîtes aux lettres et ce coup de cœur pour Marie-Galante. Cette boîte aux lettres, couleur vive, qui exprime toute la luminosité de l'île. Cette photo, c'est donc ici qu'elle a été prise. Une boîte aux lettres, ça permet aussi, je dirais, d'avoir une idée de la personne, une idée du quartier. Mais c'est là qu'une partie visible de l'iceberg de sa production photographique, des plus diversifiées. Des thématiques comme des portes et des fenêtres, en passant par l'histoire de l'aéroport et sa démolition. La mémoire politique du pays n'est pas oubliée. Ça rentre dans un contexte patrimonial. Pour moi, il était important que les jeunes, et même les moins jeunes, sachent ce qu'a été le Congo. Là, j'ai pour 200 exemplaires. Et là, j'ai pour 577 exemplaires, pas une de plus. Un support, un format, un papier de qualité, rien n'a été négligé dans le fond comme dans la forme. Et c'est la collection Harry Noyer. C'est-à-dire que ce sont mes archives que j'ai depuis que je suis très très jeune en fait. J'ai toujours archivé, j'ai toujours aimé archiver. Mais le but pour moi aussi, c'est de pouvoir laisser une trace pour les générations futures. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent, qu'on leur dit il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, je les encourage. Je suis très peu texte, mais très photo. Parce qu'un texte se discute, mais une photo, ça s'interprète. Des années et des années de photos collectées un peu partout à travers le monde et toujours ce souci du détail qui en dit long sur nos sociétés. Harry Noyer ne fait pas que tracer sur les routes du Tour, il sait aussi y laisser son empreinte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Le spectre de la liquidation judiciaire sur Air Antilles, 10 jours de grève, des centaines de millions d'euros partis en fumée et des passagers livrés en pâture. Le bras de fer continue entre les pilotes et la direction. Et puis sachez que nous sommes placés ce soir en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des averses de forte intensité sont attendues dans la soirée, soyez donc prudents. Retour de l'information, 6h, Julien Babel. Je vous retrouve à 19h pour les titres de l'édition régionale. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain.